Ok, on va débuter. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maxime Baffray, je suis ingénieur avant-vente chez Zixel depuis quelques années maintenant. On va parler aujourd'hui de sécurité. L'idée, c'est de vous donner un peu plus d'explications sur la sécurité, sur vous donner les bonnes pratiques, sur ce que Zixel peut aussi peut faire pour vous, ce qu'on peut vous proposer là-dessus. N'hésitez pas à poser des questions, à les mettre dans le chat, on y répondra à la fin. Je vais essayer de me concentrer sur la présentation, mais n'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure. J'y répondrai à la fin à toutes les questions, en espérant que vous en ayez si vous voulez approfondir, que j'ai répondu à la plupart des interrogations pendant les slides. Tout d'abord, on va parler un petit peu de quelques chiffres, parce que c'est souvent en fait une question qu'on se pose, que on nous pose aussi chez Zixel. Chez Zixel, notre métier, c'est vraiment de faire de la TPE-PME, donc jusqu'à de la grosse PME, mais notre métier, ça reste quand même de faire principalement de la petite moyenne entreprise. Donc, on nous demande souvent justement si les petites entreprises, voire les très petites entreprises, ont vraiment besoin de sécurité. Ma réponse sera toujours oui. On va essayer de développer un petit peu ça aujourd'hui. Vraiment, la plupart du temps, en fait, les petites entreprises, et quand on parle de petites entreprises, ok, ça peut être vraiment des entreprises de services, ça peut être des commerces, ça peut être des magasins, ça peut être des choses comme ça, qui ont réellement besoin de sécurité. En 2022, donc ça c'est les chiffres que je vais vous montrer datent de 2022. Donc 54% des petites entreprises pensent qu'elles sont trop petites pour être attaquées. Et surtout, la majorité en fait ne savent pas comment se sécuriser. Et ça c'est un vrai problème. C'est votre métier à vous principalement, hein, c'est vrai, de pouvoir les aider là-dessus. Et justement, le truc c'est que 60% des petites entreprises victimes de cyberattaques ont fermé dans les 6 mois après l'attaque. Donc c'est des chiffres aux États-Unis, c'est peut-être pas exactement la même chose en France, mais honnêtement, ça se vérifie assez fortement en France. C'est que on le voit, le truc, c'est qu'une entreprise qui ne sait pas sécuriser du tout, qui prend un ransomware par exemple, faut imaginer que si tous les PC d'une entreprise sont cryptés, comment on fait ? Est-ce qu'on a une solution une solution de backup par exemple pour restaurer tout ça ? Est-ce que c'est pas possible ? C'est tout ça qu'il faut penser. Et en fait, la plupart des petites entreprises pensent que ça sert à rien de les cryptoloquer ou de les attaquer, donc elles se sécurisent pas, elles vont pas y mettre les moyens. Et c'est vraiment une grave erreur. Les attaques augmentent toujours plus chaque année, et spécifiquement sur les petites entreprises depuis quelques années. On n'est plus dans les années 2000 où les attaquants étaient plutôt à vouloir aller chercher la grande entreprise, à aller faire des attaques vraiment de grande envergure qui vont leur prendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour essayer de rentrer et et demander une rançon, essayer de voler des données, essayer de voler de l'argent, des choses comme ça. Ça, c'était vraiment comme ça qu'on le voyait il y a encore 15 ans. Aujourd'hui, en fait, les attaques se sont tellement simplifiées et automatisées, en fait. C'est surtout ça. C'est qu'on n'a plus besoin d'être extrêmement avancé. Un hacker n'a pas besoin d'être extrêmement avancé techniquement, d'être un expert dans plein de technologies, etc., pour pouvoir faire des attaques, notamment sur des petites entreprises. Donc, c'est vraiment un truc qu'il faut prendre en compte. La sécurité, c'est pas juste mettre de l'UDM, mettre un antivirus sur un poste ou je ne sais quoi. C'est surtout avoir un plan d'attaque. C'est savoir comment on fait si jamais il y a une attaque, si jamais il y a une partie des données qui sont cryptées. Est-ce qu'on a des données sensibles dans l'entreprise ou pas forcément? C'est toutes ces choses-là qu'on va essayer d'approfondir. Zixel, on travaille dans la sécurité, on fait des firewalls depuis plus de 20 ans maintenant. Et depuis le début, on a une certification ICSA Lab, qui est un laboratoire indépendant
qui certifie nos produits, qui fait des tests de pénétration, des tests de sécurité, tout ça pour essayer, pour vérifier chaque année que chacun de nos firewalls, de nos firmware, etc. sont sécurisés, répondent réellement en fait aux besoins du marché. Donc 4 points que moi j'identifie et que j'essaye d'axer en fait ma réflexion autour de ça. Quand on pense à la sécurité, déjà la première chose c'est qu'il ne faut pas penser à uniquement firewall. Oui, chez XL on fait des firewalls avec de l'intelligence, avec des choses comme ça, mais déjà c'est pas la seule solution à la sécurité. Un firewall ne remplace pas tout le reste. Donc quand on fait de la sécurité, c'est un antivirus de poste déjà, c'est important, hein, même si on a un antivirus sur le firewall, qu'on verra un petit peu après, ça ne remplace pas un antivirus post, c'est complémentaire. C'est pareil pour un système de backup, un système de sauvegarde, c'est toujours très important d'avoir un système de sauvegarde. Donc, quand on parle de réseau, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue réseau? C'est déjà, il faut prendre en compte les utilisateurs nomades. Donc c'est ceux qui travaillent de chez eux, ceux qui bougent, qui vont se connecter depuis un Wi-Fi public par exemple, et avoir les bons outils pour faire en sorte que ces gens-là ne compromettent pas d'une part les données de l'entreprise, le réseau surtout de l'entreprise, et que vu qu'ils se connectent à l'extérieur, comment on fait pour les sécuriser pour que leur poste à eux ne soit pas infecté? Parce que le truc c'est qu'un utilisateur qui va se connecter en dehors du réseau, s'il prend un virus, à la limite c'est pas gravissime parce que il y a que son poste qui va être impacté, donc ça peut avoir un réel impact, il peut avoir des données sensibles, des données importantes, etc. Mais à la limite, s'il y a que ce PC là qui est impacté, on peut vraiment s'en sortir. Maintenant, cet employé-là, il va revenir sur le réseau de l'entreprise à un moment, en fait. Donc, il faut vraiment faire en sorte de faire le maximum. Alors, excusez-moi, on me dit que j'ai des problèmes de son potentiellement. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'on m'entend bien? Ok, bon, ça marche. J'ai dû peut-être avoir des problèmes au début. Super. Désolé pour l'interruption. Donc, je disais, pour ces utilisateurs nomades, c'est vraiment important qu'on fasse le maximum pour éviter qu'ils soient vérolés, mais aussi éviter qu'ils ramènent des menaces dans le réseau directement. Le deuxième point, c'est donc prendre en compte les menaces internes. On a pris les utilisateurs nomades parce que c'est la chose qu'on voit le plus souvent, qu'on prend en compte le plus facilement, parce que justement ils vont se connecter en dehors du réseau, mais il faut aussi également prendre en compte les menaces internes. Ça, c'est justement cet utilisateur qui s'est connecté à l'extérieur, qui a pris un virus, qui ne l'a pas vu, si c'est pas forcément un crypto-locker et que son PC n'est pas bloqué, il va pas le voir, mais il va revenir dans l'entreprise et il va ramener son PC. Ça, c'est déjà un premier problème. La deuxième chose, les menaces internes, c'est également un utilisateur qui va essayer de faire des attaques si on a un réseau public ou même sur un réseau privé, si on a un employé, un utilisateur qui est sur le réseau privé et qui se met à vouloir essayer de faire un scan réseau, de faire des choses comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et aussi un utilisateur qui ne sait pas utiliser ses ressources correctement, qui va cliquer sur un phishing, et comment on va pouvoir réagir à ça, en fait. Le troisième, c'est allouer le bon budget aux bons besoins. Ça, c'est vraiment... c'est le nerf de la guerre en sécurité, parce que la sécurité, c'est pas une histoire de qu'est-ce que je vais faire pour pas me faire attaquer, c'est qu'est-ce que je fais le jour où je me fais attaquer. Parce que ça arrivera forcément en fait, et une attaque, ça peut être une attaque directe, ça peut être une attaque automatisée par des bots, ça peut être un virus, ça peut être plein de choses. Donc
c'est sûr que pour une TPE qui a pas beaucoup de moyens, qui a 2-3 employés, on va pas y mettre un système, on peut pas se permettre de mettre 50 000 € par an de sécurité, on est tout à fait d'accord là-dessus. Maintenant, c'est justement adapter le besoin de l'utilisateur, et son besoin, c'est pas juste la taille de l'entreprise, c'est la criticité de son outil informatique, la criticité de ses données, toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte. Donc, et c'est vraiment ça qui va vraiment déterminer le budget qu'on va y allouer derrière. Donc, ça passe par le firewall, par les licences de sécurité, par un antivirus sur le poste, par des backups, toutes ces choses-là. Et à quel niveau on va mettre le curseur de sécurité sur tous ces outils-là. Donc le dernier, ça englobe un petit peu tout ça, c'est le Zero Trust. Vous en entendez sûrement parler depuis plusieurs années, mais en fait le Zero Trust, c'est vraiment une philosophie plus qu'autre chose. En fait, c'est vraiment une manière de penser sa sécurité. Le Zero Trust, c'est vraiment ne faire confiance à personne. C'est le principe même du Zero Trust. Ne faire confiance à personne, c'est déjà la première chose. On ne fait pas confiance à ses utilisateurs. Donc on fait en sorte de filtrer, d'analyser tout le comportement de tout ce qui se passe sur le réseau, sur les posts, etc. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, parce que souvent l'utilisateur, c'est évident, mais c'est également la même chose sur ses équipements réseau, sur ses équipements, sur ses serveurs, sur ses logiciels, etc. On ne fait pas confiance à un éditeur, peu importe lequel, on ne lui fait pas confiance pour sa sécurité. On fait en sorte de limiter un maximum les accès, d'ouvrir que ceux qu'on a besoin d'ouvrir, etc. Okay. Donc on va voir un petit peu là ce que Zixel, ce qu'on peut proposer. On va faire un petit peu le tour de l'UTM, de l'intérêt de l'UTM, de qu'est-ce que ça peut vous apporter, etc. Et après on voit à la fin, je vous montre un petit peu des cas beaucoup plus concrets. Donc Zixel, donc vous connaissez nos firewalls. Sur tous nos firewalls, on intègre des briques de sécurité intelligentes, des briques UTM. Donc ces briques-là, on ne travaille pas tout seul là-dessus, on travaille avec des grands acteurs du marché, et on entend souvent parler d'intelligence artificielle c'est depuis 1 an et demi, 2 ans à peu près, avec ChatGPT, etc. L'intelligence artificielle, c'est pas juste ça, c'est pas juste du ChatGPT, c'est pas juste du texte et de l'interface avec l'humain pour nous aider, c'est également de l'intelligence derrière pour faire de la détection de menaces, pour faire de la détection de virus, des choses comme ça. Et c'est justement ça qu'intègre depuis très longtemps, depuis bien avant ChatGPT, ces acteurs-là qui justement avec qui on travaille depuis le début de nos firewalls, en fait, depuis qu'on a un pack UTM réellement. Ça a pu changer au fil du temps, mais là, actuellement, depuis plusieurs années, on travaille avec tous ces acteurs-là. Donc ça, c'est toutes les briques du pack UTM, donc, et même du Gold Security Pack. Il faut vraiment prendre en compte que tout ça, c'est tout ce qui fait la valeur d'un firewall, en fait. Aujourd'hui, un firewall, basiquement, un firewall, c'est un routeur. Firewall, c'est juste un routeur sur lequel on va pouvoir faire de la sécurité. On va pouvoir faire du routage, on va pouvoir faire vraiment faire de la granularité, on va pouvoir faire des VLAN et du coup bloquer les flux, etc. Ça, c'est très important, mais c'est... Le truc, c'est quand on a... si demain, vous attrapez un virus et que... vous limitez l'impact de ce virus-là grâce à des VLAN, c'est déjà trop tard, vous avez déjà pris un virus. Alors que l'UTM, il est vraiment là pour être, vraiment le premier rempart, et le premier rempart du Zero Trust, en fait. C'est votre utilisateur, il va recevoir un phishing, il va cliquer sur ce phishing, et il va choper un virus. L'UTM, son boulot, c'est vraiment d'éviter ça au maximum. Donc, sur toutes les briques de cette UTM, la première qu'on a en haut, c'est le sandboxing. Le sandboxing, c'est complémentaire à l'anti-malware, à l'antivirus.
vous savez tous ce que c'est un anti-malware, un antivirus sur le poste, ça va faire de l'analyse de tous les fichiers, de tout ce qui se passe, etc. Sur une passerelle, l'anti-malware, il va analyser tous les fichiers qui sont téléchargés, qu'il a la possibilité de déchiffrer, etc. C'est pour ça que ça ne remplace pas un antivirus de poste. C'est que le firewall, il peut pas détecter, il peut pas ouvrir 100% des fichiers, il peut pas déchiffrer certains fichiers, alors que sur le poste, vu que de toute façon vous allez l'ouvrir, l'antivirus de poste va faire son travail, va pouvoir faire cette analyse-là en temps réel. Donc c'est important d'avoir les deux, parce que c'est deux bases différentes, c'est deux analyses qui sont différentes. Donc c'est vraiment important. Donc l'anti-malware, il va faire de l'analyse sur la signature en fait du fichier. Il va détecter s'il y a une signature virale dans ce fichier-là. Maintenant, pour qu'il puisse faire cette détection-là, il faut que le virus soit connu des antivirus. Donc même si Bitdefender qui nous fournit cette brique-là travaille activement à détecter les virus, à avoir de l'intelligence artificielle pour détecter le plus en avance et le plus rapidement possible les virus, etc. Un virus de type Zero Day ne pourra pas être détecté par un anti-malware. C'est là que le sandboxing intervient. Le sandboxing, lui, plutôt que de regarder les signatures des fichiers, il va envoyer ce fichier-là dans le cloud de notre partenaire, donc chez Norton, qui va ouvrir et exécuter ce fichier-là en sandbox, donc c'est une machine virtuelle cloisonnée en quelque sorte. Et donc on va regarder le comportement de ce fichier-là. Après avoir exécuté ce fichier-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que si on ouvre un fichier XLS pour un fichier Excel par exemple, c'est pas censé se connecter à Internet, c'est pas censé faire des tentatives d'exécution de script pour installer quelque chose sur la machine, tout ça. Donc c'est pas un comportement qui est normal. Un anti-malware, si le virus est vraiment très bien fait, un anti-malware pourrait passer à côté, alors que le sandboxing, en voyant le comportement, il va pouvoir bloquer ce fichier-là. Donc c'est vraiment une sécurité beaucoup plus avancée que ce qu'on peut avoir avec de l'anti-malware. La deuxième brique dans notre liste ici, c'est le web filtering. Le web filtering, le web filtering permet de faire du filtrage de contenu sur le web. Et l'application patrol, qui est tout en bas à droite, fait exactement la même chose sur les applications. Ça va faire du filtrage de contenu pour le web filtering et du filtrage applicatif pour l'application patrol. Okay. Donc ça va vraiment être de la brique que vous allez configurer activement, parce que ça va être simplement au bon vouloir du client. Peut-être que le client final, peut-être que l'entreprise ne souhaite pas faire de filtrage de contenu. Il n'a pas envie d'être bloqué sur tel ou tel site. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Ça n'empêche pas que certaines de ces catégories-là peuvent être intéressantes à mettre malgré tout. Vous avez des catégories type sites illégaux, sites malveillants, sites avec potentiel virus, etc. Que y a d'autres briques qui peuvent les bloquer, mais plus on en a, et mieux c'est. Et on a des bases différentes entre le filtrage de contenu et les pires réputations, par exemple, des choses comme ça. Donc c'est vraiment important d'avoir les deux. Et après, vous pouvez aller filtrer très précisément sur des catégories parce que vous voulez bloquer toute une partie du web. Vous pouvez bloquer des sites web spécifiquement, faire des whitelists, des blacklists, ça, il n'y a aucun problème. La troisième dans cette liste-là, c'est l'IPS-IDP. Donc l'IPS, ça va faire de l'analyse comportementale, ça va faire de l'analyse protocolaire de tout ce qui se passe. Si un PC commence à faire du scan réseau, commence à faire du scan de port, à faire des choses comme ça, ou alors il y a des tentatives d'attaque sur un serveur, du brute force, ou alors des envois de paquets modifiés un petit peu bizarrement, etc. L'IPS, c'est son boulot de détecter ces choses-là et de bloquer les flux, même d'un LAN vers un autre LAN, vers un VLAN serveur, des choses comme ça.
Donc c'est vraiment une brique qui est super importante, qui est primordiale dans un réseau. Le Cloud Email Security, bon, ça c'est de l'anti-spam si vous utilisez encore du SMTP. Donc bon, cette brique-là, elle est juste là parce que c'est historique, mais j'espère que vous n'avez plus de serveurs en SMTP classique. Sinon, faites évoluer vos serveurs mail. Donc le cloud service que vous avez en haut à droite fourni par AWS, ça c'est surtout pour pour Nebula et pour Security Porter qui sont des briques qui sont des briques cloud et donc hébergées chez AWS. Le GeoEnforcer, du coup, c'est une brique qui ne fait pas partie du pack UTM ou du Gold Security Pack, simplement parce qu'elle vous est fournie gratuitement. Vous l'avez par défaut, même si vous n'avez pas ou plus de licence activée, vous avez quand même le GeoEnforcer. Donc ça vous permet de faire du filtrage par IP, par géographie en fait. Chaque IP est détecté dans un pays spécifique, donc on va pouvoir bloquer par exemple faire du filtrage que pour la France et qu'on autorise que la France ou que la Suisse, que la Belgique, que l'Espagne, etc. Ou après on peut faire même au niveau européen, par continent, etc. Donc ça on y verra un petit peu plus après, vraiment où est-ce que vous pouvez l'utiliser, mais c'est vraiment une brique qui est importante à utiliser sur toutes vos installs. Le Device Identification, ça c'est encore une fois une brique qui vous est fournie gratuitement et qui permet en fait de faire du filtrage par type d'équipement. Donc vous allez pouvoir bloquer les smartphones ou les imprimantes ou les PC, ou même dire que je bloque macOS et pas Windows, ou je bloque Linux parce que j'ai que des Windows ou des macOS dans mon réseau, donc j'ai pas de raison d'avoir du Linux, donc je vais bloquer tous les Linux. Donc ils auront accès à rien du tout, même si en théorie les flux devraient être autorisés sur ce réseau-là, vu qu'il a un Linux, et ben on va pouvoir le bloquer. La dernière brique, c'est l'IP réputation. Donc c'est le reputation filter même de manière élargie. Et c'est en fait on va faire du filtre par du filtre de réputation sur l'IP ou sur les URL. Ça c'est l'une des briques les plus intéressantes parce que c'est une brique qui est terriblement efficace avec très peu de ressources utilisées. Le truc, c'est que de faire de l'IPS, de faire de l'anti-malware, du sandboxing, des choses comme ça, ça demande beaucoup de puissance de calcul à votre firewall. C'est vraiment, le firewall, il doit faire du Deep Packet Inspection, donc il doit analyser les paquets vraiment spécifiquement, alors qu'avec de l'IP réputation ou du DNS réputation, on voit tout simplement est-ce que l'IP ou l'URL a une bonne réputation ou pas. Si elle a une mauvaise réputation, hop, on bloque. Donc il n'y a pas eu d'analyse de paquet, rien du tout, c'est juste sur la destination ou la source qu'on va totalement bloquer. Donc c'est vraiment une brique qui est intéressante et qui est la première en fait qui va être matchée quand on va regarder les briques de sécurité pour que on utilise le moins de ressources possible si nécessaire. Donc ça c'est tout ce que va apporter l'UTM et le Gold Security Pack, et c'est là où en fait vous allez vraiment avoir l'intérêt de votre firewall. C'est toute l'intelligence que va avoir votre firewall et qui va pouvoir prévenir d'attaques, d'infections par des virus, etc. Un utilisateur qui reçoit un phishing, il clique sur le lien, même si vous lui avez dit 100 fois de ne pas le faire et de vérifier qui envoie le mail, etc. Il va quand même cliquer. Et le site du phishing va être bloqué, le téléchargement du virus va être bloqué grâce à ça, grâce à cette analyse-là. Pour les utilisateurs nomades, maintenant, ce qu'on va conseiller, ça va vraiment être qu'ils soient connectés tout le temps en VPN. C'est vraiment la première chose, c'est le plus possible. S'il est connecté en VPN, en VPN full tunnel, et donc tous ces flux passent dans le VPN, il va pas pouvoir accéder à son réseau aux alentours. Il va pas pouvoir... ces données vont être chiffrées, c'est sûr, mais tout son trafic Internet va pas sortir par la sortie locale, mais va sortir par votre firewall en centrale qui va avoir tout l'UTM, et donc tous ces flux vont être filtrés. Donc justement, même s'il est à distance
et qu'il clique sur un phishing, et ben grâce à votre UTM de votre firewall central, ça va être bloqué. Donc c'est vraiment la meilleure manière de le faire via du VPN pour les nomades et qui soient tout le temps connectés en VPN, ces utilisateurs-là, le plus possible. Une des solutions justement pour simplifier ça, c'est le Secure Tunnel. Si vous avez une petite agence où vous avez un utilisateur qui travaille de chez lui tout le temps, bah vous allez pouvoir en fait mettre une borne Wi-Fi. Cette borne Wi-Fi va monter un tunnel IPsec directement avec votre firewall. Donc en gros, vous faites manager la borne par votre firewall s'il est en standalone, ou vous mettez votre firewall et votre borne dans Nebula si vous le souhaitez. Et en fait, vous allez juste avoir une case à cocher Secure Tunnel, et quand vous allez la mettre sur un site distant, la borne Wi-Fi va monter un tunnel IPsec automatiquement. Ça permet que toute personne qui va se connecter sur cette borne Wi-Fi va sortir via votre site central, va être sécurisée grâce à votre UTM, etc. Donc, c'est une solution qui est intéressante. Maintenant, n'allez pas mettre 25 utilisateurs sur une borne Wi-Fi connectée en VPN. Ça reste une borne Wi-Fi, c'est pas développé pour monter du VPN IPsec. Ça fonctionne avec, vous mettez 2-3 utilisateurs, il n'y a pas de souci, mais elle va vite être limitée en termes de performance. Donc, ça reste une solution d'appoint, une solution limitée pour des télétravailleurs, pour une agence où vous allez avoir 2-3 personnes, il n'y a aucun problème. Ça peut être une solution simple d'accès et facile d'utilisation. Donc on a parlé du filtrage de contenu, on a parlé du Gold Security Pack, du Secure Wi-Fi. Le Connect and Protect, ça vous permettra d'avoir un petit peu de sécurité sur une borne Wi-Fi directement, de faire du filtrage de contenu, ou de faire même de la limitation de bande passante par application. C'est une brique qu'on va ajouter, une brique supplémentaire pour les bornes Wi-Fi. Et par exemple, si vous avez un client hôtelier, vous pouvez lui mettre ça sur un réseau, sur un Wi-Fi public, et même en fait laisser le choix à l'utilisateur, parce qu'en fait il va faire du filtrage de contenu donc par réputation IP, DNS, et si un site est détecté malveillant, ou qu'on n'est pas sûr de la légitimité de ce site web, on va même pouvoir laisser la possibilité à un utilisateur de passer, on va lui mettre une alerte pour lui dire attention, ce site-là est potentiellement malveillant, il y a peut-être des virus, etc. Mais vous pouvez passer quand même à vos risques et périls. C'est possible de le faire grâce au Connect and Protect, histoire que ce soit pas trop intrusif et que les gens ne viennent pas se plaindre parce qu'ils sont bloqués, etc. Donc un rapide tour sur nos produits. Donc tous nos produits USG Flex et USG Flex H bénéficient du Gold Security Pack. Pour ceux qui ne le savent pas encore, on a pris une décision de tout USG Flex que vous avez acheté, n'importe quoi, peu importe, mais que vous activez, que vous enregistrez dans MySQL ou dans Nebula à partir du 15 avril, seront automatiquement transformés en Gold Security Pack, donc pour le même prix, hein. Donc tous les USG Flex que vous achetez maintenant et qui du coup sont en bundle 1 an ne sont plus en bundle UTM mais Gold Security Pack, donc vous bénéficiez également du Reputation Filter et du Sandboxing que vous n'aviez pas avant par défaut dans le bundle. Donc c'est pour vraiment renforcer cette sécurité, la sécurité, on a fait ce choix là. Donc voilà, il n'y a plus d'histoire d'UTM ou de Gold Security Pack sur les nouveaux produits, ce sera systématiquement du Gold Security Pack. On a toute une gamme, pour ceux qui la connaissent pas plus que ça, on a toute une gamme de produits qui ont globalement les mêmes fonctionnalités, mais qui vont s'adapter au nombre d'utilisateurs. Ça va aller de 10 utilisateurs jusqu'à 500 utilisateurs pour les plus gros firewalls, pour aller justement au plus proche du budget et du besoin du coup des utilisateurs et du client final. Donc pour notre nouvelle gamme USG Flex H, c'est du coup notre nouvelle gamme qu'on a sortie il y a quelques mois. Il vient d'avoir une mise à jour. Pour ceux qui les connaissent déjà, la mise à jour est sortie lundi, qui intègre pas mal de nouvelles fonctionnalités. C'est une gamme qui a encore
qui manque encore de quelques fonctionnalités par rapport à la gamme USG Flex. Elle est beaucoup plus performante, vous allez avoir des ports 2,5 Go, voire 10 Go sur l'USG Flex 700H. Mais pour le moment, on n'a pas encore toutes les fonctionnalités. Toutes les fonctionnalités avancées type LAG, HA Pro, etc. ne sont pas encore intégrées. Elles le seront dans les prochains mois, d'ici la fin d'année, voire début d'année prochaine. Mais voilà, nos équipes travaillent à fond pour développer ces fonctionnalités manquantes et rattraper l'intégralité des fonctionnalités de l'USG Flex, ce sera le cas l'année prochaine. Et après ça, on pourra innover, développer des nouvelles fonctionnalités, ajouter des nouvelles choses. Il sera compatible Nebula à partir de la fin d'année. Maintenant, on va parler un petit peu plus concret. Je vais vous donner des vrais conseils concrets sur vos infrastructures, sur vos installations clients. Donc là, je vous ai fait un réseau type d'une entreprise avec plusieurs services, plusieurs réseaux. C'est pas une énorme entreprise, hein. Ça peut être même une entreprise de 15-20 salariés. On peut tout à fait faire ce type de configuration-là. Qu'est-ce qu'on a sur ce schéma ? On va avoir plusieurs réseaux. Pour quelles raisons ? Je vous expliquais un petit peu, je vous parlais un petit peu du thème, je vous parlais un petit peu de virus, d'infection, etc. Imaginons que vous ayez un réseau classique où vous faites... souvent, ce que les clients me disent, c'est qu'ils vont faire plutôt un réseau privé pour les PC, enfin pour tout le monde, un réseau de téléphonie et un réseau pour les serveurs. C'est le minimum à faire, c'est sûr, et je vous conseille de faire minimum ça. Maintenant, on peut aller un peu plus loin, et c'est toujours pareil, c'est encore là qu'on va mettre le curseur, à quel niveau on met le curseur, en fait, parce que si on fait plus de VLAN, si on fait plus de configuration, bah, ça nous prend plus de temps, donc ça va coûter plus cher aux clients, etc. Donc, c'est toujours là à adapter. Je ne vous dis pas qu'il faut faire ça partout, mais c'est vrai que je vous conseille fortement d'y penser. C'est qu'on va isoler les réseaux et pas juste avoir les postes d'un côté, les serveurs de l'autre et les téléphones de l'autre. Essayez de segmenter le plus possible. L'UTM, il va faire toute son analyse, il va essayer au maximum de bloquer, de détecter les menaces, de bloquer les virus, etc. Maintenant, c'est pas parfaitement infaillible, un attaquant peut être plus malin et passer à travers, ou alors un utilisateur qui a amené son PC à l'extérieur, a chopé un virus, il revient sur le réseau, et du coup le virus se propage sur le réseau. Qu'est-ce qu'on fait en fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Là, ça va être déjà la première chose, la segmentation du réseau sert à ça. Mais la segmentation du réseau, c'est vraiment en dernier recours. C'est déjà trop tard, en fait, quand vous avez fait des VLAN. Et c'est pour ça que l'UTM, que l'antivirus de poste, que les backups, que c'est là pour ça, en fait. C'est vraiment pour ne pas avoir besoin de cette segmentation, en quelque sorte. Mais la segmentation, elle est là en dernier recours. Si vous mettez un seul VLAN pour tous les utilisateurs de l'entreprise, faut dire que si jamais une personne chope un cryptolocker ou un virus qui va se propager, eh ben ça va se propager sur tous les PC. Donc, est-ce que c'est un risque acceptable pour le client final d'avoir l'intégralité de ces PC qui soient cryptoloqués ? Est-ce que vous avez une solution de backup fiable avec plusieurs jours de rétention, etc., et que les backups surtout ne soient pas infectés, etc. Est-ce qu'il est prêt à arrêter son activité pendant plusieurs jours ? Le temps de remettre des backups. Si maintenant il n'a pas de backup, qu'il n'a pas de VLAN particulier, qu'il n'a pas d'isolation, qu'est-ce qui se passe ? Tous les PC sont infectés, ils sont tous cryptoloqués, vous ne pouvez pas les remonter parce que vous n'avez pas de backup. Là il reste deux solutions. Le client, il va vous dire, ouais, mais moi je suis désespéré, je ne peux pas travailler, il me faut absolument mes données, il me faut absolument mes PC, etc. Je ne peux pas interrompre la production. Le truc, c'est que là, vous n'avez pas vraiment de solution. Là, il va vouloir payer la rançon en espérant récupérer ses données. Et c'est typiquement là que les attaquants, en fait, ils voient leur intérêt à attaquer des petites entreprises. Parce qu'elles ne se sécurisent pas. Elles ont souvent... l'outil informatique est primordial pour toute entreprise aujourd'hui. Et du coup,
elles vont pas avoir ni de backup, ni de sécurité, ni rien, donc ça va être facile de s'introduire, de tout crypto-loquer, de demander une rançon, et surtout d'avoir quelqu'un qui paye cette rançon-là. Le truc, c'est que derrière, on n'est jamais sûr qu'on va récupérer les données, et souvent, en fait, les utilisateurs vont récupérer les données, et 2 semaines après, l'attaquant va tout crypto-loquer et va redemander une rançon. Bon, voilà, ça c'est des trucs classiques. Donc, l'intérêt des VLAN, c'est pas juste séparer les types d'équipements entre eux pour les domaines de broadcast, pour ces choses-là, c'est aussi segmenter les PC. On vraiment aller segmenter le plus possible, séparer le service technique du service commercial, du service comptable, de tout ça. Ça permet que le jour où un utilisateur est infecté, on n'a que les quelques PC qui sont sur son sous-réseau, sur son VLAN, qui sont infectés. Ok ? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Comment on fait ça ? C'est soit, tout simplement, on va attribuer des ports sur les switches, on va dire tous les ports de 1 à 6, ça va être mon VLAN entreprise avec mon service technique, de 7 à 10, ça va être mon service commercial, etc. On peut faire de la configuration fixe comme celle-ci. Ou alors, on peut aller un petit peu plus loin et faire de l'authentification 802.1x. L'intérêt de cette authentification-là, c'est que pour accéder au réseau, déjà, vous êtes obligé de vous authentifier. Ça permet vraiment que c'est pas n'importe qui ne peut pas se connecter au réseau, juste en se connectant sur le switch. La deuxième chose, c'est grâce au 802.x, on peut faire de l'attribution dynamique de VLAN. Le 802.x ça se base sur Radius, donc vous pouvez mettre votre Radius sur une base de données Active Directory ou sur une base de données autre. Ça peut fonctionner même sur base Linux, etc. Mais ça vous permet de réellement faire de la sécurité même anti-intrusion en quelque sorte, parce que même si quelqu'un rentre dans le bâtiment et qu'il essaie de se connecter sur le switch, il ne pourra pas s'authentifier, donc il n'aura pas accès au réseau. La deuxième chose, du coup, voilà, c'est vraiment, on va pouvoir segmenter beaucoup plus facilement notre réseau. Les utilisateurs qui vont se connecter, que ce soit en câblé ou que ce soit en Wi-Fi, peu importe où ils vont se connecter, vous n'aurez qu'un seul SSID en Wi-Fi, les ports des switches seront configurés de la même manière, et peu importe où il va se connecter, il sera exactement dans son VLAN, et il n'aura que les droits qui lui sont attribués, c'est tout, pas plus. Et donc en termes de Wi-Fi, le truc c'est que vous ne pouvez pas faire un Wi-Fi, c'est trop compliqué, et de faire un Wi-Fi par service par exemple, et s'il y a beaucoup de services, beaucoup de SSID, on est limité à 8 pour des raisons de Wi-Fi, de qualité du Wi-Fi principalement. Donc ça va être limité. Donc pour que ce soit plus simple pour tout le monde et transparent le plus possible pour les utilisateurs, que ça se passe pas les mots de passe du Wi-Fi d'à côté, etc., mettre une authentification 802.x sur le réseau entreprise permet du coup d'avoir toujours le réseau de l'entreprise qui soit segmenté, peu importe où ils sont, avec un seul et unique SSID. Ils vont se connecter au SSID, il va être détecté sur l'Active Directory comme service technique, avec le service technique il est en VLAN 11, ils vont avoir automatiquement, ils vont être en VLAN 11. Ok, donc c'est vraiment une solution intéressante et qui permet de faire de la sécurité transparente pour les utilisateurs. Pour le Wi-Fi public, on va pouvoir y mettre une clé WPA ou un portail captif selon ce que vous souhaitez, selon ce que le client souhaite. Et sur les VLAN serveurs, on les met dans une DMZ. La DMZ, c'est vraiment... Le principe, c'est que c'est un réseau qui est extrêmement cloisonné, qui n'a le droit ni de sortir, ni d'entrer, et vous gérez spécifiquement les accès à ce réseau ou depuis ce réseau. Les serveurs, c'est pas tout le monde qui a besoin d'y accéder, et surtout pas sur n'importe quel port. Donc on fait du filtrage au plus proche possible, parce que si vous avez un PC qui est infecté et qui a un accès open bar à un serveur, le virus va se propager sur les serveurs, et là on a un problème. Avoir des PC infectés, on peut s'en débrouiller. Avoir des serveurs infectés, c'est vraiment une autre paire de manches. Donc si vos PC ont besoin d'accéder à un serveur, on ouvre le minimum du minimum. On n'ouvre que ce qu'ils ont besoin. Donc, soit par VLAN, donc dire que le VLAN que le service technique
et ben, il a besoin d'accéder à un serveur spécifique pour l'administration, etc., et ben, on va lui ouvrir que à ce VLAN-là pour ce port-là. Voire faire de l'authentification, enfin faire du filtrage par IP, par utilisateur, etc. Vraiment aller au plus proche possible pour avoir le moins de possibilités d'avoir nos serveurs infectés. C'est le plus important. Sécuriser nos réseaux au maximum. Petit rappel, quand vous faites des VLAN, c'est pas parce que vous faites des VLAN que vos VLAN sont sécurisés entre eux. C'est à vous de faire les règles de firewall derrière. Donc faites-les, c'est important. Je vois trop souvent des cas où il y a des VLAN et il n'y a pas les règles de firewall entre elles. Les zones sur les firewalls servent à ça. C'est, entre autres, hein, ça permet, si vous voulez avoir plusieurs VLAN qui vont avoir les mêmes droits, et ben vous pouvez faire une zone et faire une règle de firewall sur cette zone spécifiquement. Ça permet de réduire le nombre de règles de firewall, de simplifier l'administration, etc. Donc, vraiment faites allez faire votre sécurité au plus proche du besoin. Un Wi-Fi public, il a le droit d'accéder à Internet et c'est tout. Et sur le Wi-Fi public, on va y mettre du Layer 2 Isolation, du intra-BSS blocking. Ça permet en gros d'empêcher les utilisateurs de communiquer entre eux. Donc même si vous avez plusieurs utilisateurs sur un réseau, sur un Wi-Fi public, ils ne peuvent pas communiquer entre eux, ils ne peuvent pas s'infecter entre eux, etc. Ça permet vraiment d'être le plus efficient possible. Et surtout, on mène les équipements en réseau sur un VLAN dédié et sur lequel personne n'a accès. Personne. Il n'y a que l'administrateur réseau, celui qui gère les équipements, qui a le droit d'y accéder. Et moi, je conseille même d'avoir une manière spécifique, soit d'être authentifié d'une manière spécifique, soit d'avoir une IP spécifique dans un VLAN spécifique, etc. Enfin voilà, d'avoir une manière de sécuriser pour qu'il y ait le moins d'accès possible sur les équipements réseau. Donc là, je vous ai fait un rapide rappel quand vous recevrez les slides à la fin. Donc vous aurez le rappel du 802.x, du Layer 2 Isolation. Toutes ces choses que je vous explique, vous avez des procédures sur notre site support qui vous expliquent comment les mettre en place, comment elles fonctionnent, etc. Okay, c'est aussi beaucoup des notions que j'explique là aujourd'hui sont aussi détaillées dans le guide utilisateur, dans le User's Guide de nos firewalls que vous trouverez sur la Download Library. Okay. Donc j'ai simplifié un petit peu le schéma et là on va parler spécifiquement des accès à l'extérieur parce que c'est ce qu'on rencontre le plus. Forcément on a tous besoin d'administrer nos firewalls, nos serveurs, etc. à distance. Donc la manière la plus sécurisée de le faire, c'est via un VPN. C'est le plus important. Déjà, de le faire via un VPN IPsec, ça permet d'être totalement sécurisé, que rien ne soit ouvert depuis l'extérieur. Si maintenant c'est trop compliqué ou vous souhaitez pas, le faire via un VPN pour je ne sais quelle raison, vous pouvez, là vous allez souhaiter du coup ouvrir l'accès HTTPS depuis l'extérieur sur votre firewall, mais le truc c'est que si vous faites ça, vous exposez votre firewall à toutes les attaques, à tous les bots, à toutes les menaces sur le web. Donc si vous faites ça, vous ne laissez jamais any en source IP. Vous mettez systématiquement des IP sources. Vous mettez l'IP de votre entreprise, l'IP de chez vous, l'IP de chez votre technicien, peu importe. Vous mettez 3-4 IP qui sont, depuis lesquels vous allez vous administrer vos clients. Si vous êtes en inter, vous avez un VPN vers votre entreprise pour pouvoir administrer les réseaux, les firewalls des clients. Ça permet vraiment de limiter l'impact au maximum. Vous n'êtes jamais à l'abri d'avoir qu'il y ait une faille sur l'interface graphique de nos firewalls. Ça peut arriver, encore une fois, je souhaite que ça n'arrive pas et on fait en sorte que ça n'arrive jamais, mais on ne peut jamais se prémunir de ça et ça fait partie du Zero Trust. De vous maîtriser votre propre sécurité et pour ça, il faut qu'il n'y ait que vous qui ayez accès à vos équipements. Donc, si vous faites un accès HTTPS depuis l'extérieur, systématiquement IP source. Si vous ouvrez un accès VPN sur votre firewall, si c'est un IPsec site à site, vous pouvez mettre dans la règle de firewall, vous ouvrez l'IPsec uniquement
depuis l'IP distante. Si vous avez plusieurs tunnels, vous mettez les plusieurs IP distantes. Mais c'est tout. Que même si le port IPsec est ouvert, on laisse que ça. On laisse que les IP distantes. Vous les connaissez forcément vu que c'est un site à site. Si maintenant c'est un site client par exemple, où vous savez jamais forcément l'IP que vous allez avoir pour vous connecter, vu que vous pouvez vous connecter de n'importe où et que vous avez plusieurs utilisateurs, etc. Dans ce cas-là, c'est là où vous allez mettre de la GeoIP. Donc vous allez créer un objet de type GeoIP et moi, je vous conseille de mettre au plus proche possible, encore une fois, et donc GeoIP France. Si maintenant, vous savez que votre client, il doit se connecter parce que vous êtes frontalier allemand, et il va se connecter depuis l'Allemagne à certains moments, ou frontalier suisse, il va se connecter depuis la Suisse, etc. Vous mettez France, Allemagne, France, Suisse, France, Belgique, Espagne, etc. Mais on essaie d'aller au plus proche possible. De mettre parce que, en fait, 99% des attaques viennent de Chine ou de Russie, viennent très à l'est de chez nous, en dehors de l'Europe, mais ça peut arriver dans des rares cas qu'il y ait des sorties dans certains pays de l'Est. Donc si on peut éviter de mettre Europe complète, ça limitera un maximum. On essaye vraiment de restreindre le maximum. Et si maintenant, dans le dernier recours, vous êtes obligé d'ouvrir un NAT vers un serveur, ne faites jamais ça s'il vous plaît. Faites un VPN pour accéder à vos serveurs, à vos ressources internes, mais vous êtes obligé de faire un NAT pour je ne sais quelle raison, et c'est pareil, vous allez mettre sur la règle de firewall en source, donc la règle one to ZyWall ou one to LAN pour du NAT, vous allez mettre des IP sources quand c'est possible et de la GeoIP France dans le pire des cas. J'ai parlé beaucoup de sécurité, anti-intrusion, etc. Le truc, c'est que la sécurité, c'est pas ça. Pour ceux qui ont assisté à mon webinar de septembre dernier sur la sécurité opérationnelle, le but premier de la sécurité, ça reste de pouvoir continuer à travailler, tout simplement, d'avoir accès à nos ressources, d'avoir que notre réseau fonctionne et puis que l'entreprise puisse tourner. C'est le principal. Et c'est pour ça qu'on fait tout ça. On se sécurise, pour pas se faire voler des données, mais il y a des clients, ils vont dire, moi je m'en fous, on n'a rien à me voler, c'est pas intéressant, etc. Pourquoi pas? Mais par contre, comme on en parle depuis le début, l'intérêt, c'est que ces PC puissent fonctionner, que lui puisse travailler, etc. Et c'est tout ça que l'utilisateur final, que le client final ne se rend pas compte, et que c'est votre job, en fait, de lui faire ouvrir les yeux là-dessus, de lui montrer que la sécurité, ça a un coût financier, c'est sûr, mais derrière, qu'est-ce qui se passe si demain, plus aucun de ces PC ne fonctionne? Et c'est vraiment la question à lui poser. Et donc c'est pour ça, donc ça c'est des slides que pour ceux qui ont vu mon webinaire de septembre, vous les connaissez, je vais pas m'éparpiller dessus, c'est juste vous rappeler que la sécurité, c'est aussi de la sécurité opérationnelle, c'est doubler ses liens, doubler ses firewalls avec du HA Pro, doubler ses switches avec du stacking, du coup on va pouvoir doubler nos liens, etc. et avoir toujours des accès à internet, même s'il y a un switch qui crame, un firewall qui crame, s'il y a peu importe le problème qu'il peut y avoir, on a toujours un accès à internet. Et la base de la base, c'est avoir déjà 2 accès à internet. C'est du coup faire un trunk one au minimum, et ça c'est déjà de la sécurité, c'est sécuriser son client. Un commerce, il a peut-être 2 équipements, mais si il a plus accès à internet, son TPE fonctionne plus, il peut plus faire payer ses clients, il est obligé de fermer boutique jusqu'à ce que internet revienne. Donc là, ça commence déjà par doubler ses liens, avoir un backup 4G, etc. C'est le minimum. Et après, oui, on peut aller plus loin, justement, en mettant du HA Pro, en mettant des switches stackables avec du LAG, mettre du spanning tree, des choses comme ça, où là, on va aller sur des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus avancées, mais en fait, qui sont pas compliquées à mettre en place. Au final, c'est pour ça aussi que je fais ces webinaires-là, c'est vous montrer que il y a plein de choses à prendre en compte, mais que c'est pas forcément compliqué, ça prend pas forcément des heures et des heures. Faire juste des règles de firewall correctes pour les accès one, ça prend 2-3 minutes grand maximum. Après, mettre du spanning tree, mettre des choses comme ça, c'est pas des choses qui sont complexes aujourd'hui. Dans des petits voire moyens réseaux, c'est pas des choses qui sont complexes.
Merci en tout cas de m'avoir écouté, d'avoir été attentif pendant un peu plus d'1 heure, hein, même, quand même. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et à bientôt pour un autre webinar, là, normalement le mois prochain.